Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui et vous remercions pour votre présence. Tout au long de cette journée, vous allez pouvoir assister au séminaire organisé annuellement par les élèves de deuxième année du parcours EDEM de l'ENS Rennes. Celui-ci s'inscrit dans le cadre de nos cours d'économie encadrés par M. Hachon et M. Malin, que nous souhaitons remercier vivement. Nous voulions également remercier les membres de l'administration qui nous ont aidés à donner vie à cette journée. Le thème de ce séminaire est l'économie de la ville. Nous avions à cœur de choisir un sujet qui nous concernait, un sujet qui permettait une certaine transversalité, un sujet d'avenir. Nous espérons vous en convaincre d'ici la fin de la journée. Sans plus tarder, j'ai l'honneur de laisser la parole à M. Jérôme Bastin, directeur général adjoint chargé du pôle stratégie, développement, aménagement chez Rennes Ville et Métropole, qui a gentiment accepté d'ouvrir ce séminaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une journée stimulante et riche en découvertes. Bonjour à toutes et tous, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Et merci beaucoup de m'accueillir pour introduire votre séminaire. Je suis toujours impressionné quand je vais dans une ENS. Alors, les 6 premiers mois de ma vie de bébé, je les ai passés 45 rue d'Ulm. Donc l'ENS est toujours, les ENS ont toujours été pour moi des lieux importants. J'ai échoué en 93 à être admis rue d'Ulm, mais je m'en suis à peu près remis depuis. Je surveille l'heure. Je vais vous partager la démarche et la vision du territoire, de ce que c'est qu'un territoire, donc celui sur lequel vous êtes, celui de la métropole. En ayant conscience d'être le généraliste de l'étape et beaucoup d'humilité par rapport à tous les intervenants très qualifiés que vous avez réunis et qui interviendront après. Alors je ne sais pas si votre professeur va apprécier, mais quand je voyais le titre « L'économie de la ville », je me demandais si ce n'était pas plutôt un oxymore et qu'il fallait passer de l'oxymore à la synergie. Parce que quand on s'interroge sur l'économie, j'ai eu l'occasion le week-end dernier de relire un texte que vous ne connaissez peut-être pas, qui est la lettre de Mansholt. La lettre de Mansholt, c'est un commissaire européen en 1972, qui écrit au président de la Commission européenne. Elle existait à l'époque. Et pourtant, c'est sans doute le père de la politique agricole commune, donc l'agriculture intensive, et qui écrit au président de la Commission européenne en disant il faudrait peut-être qu'on change le système économique. 1972. Et le texte était préfacé par Dominique Méda, qui a l'habitude de dire qu'on a perdu 50 ans. Alors, c'est malheureusement sur votre génération que ça tombe, mais le sujet de la refonte des systèmes économiques, ce qui est surprenant, c'est que fin des années 60, début des années 70, c'était à l'agenda. Puis après, ça a subitement disparu, jusqu'à ce qu'on en reparle maintenant, depuis une dizaine d'années, et sans doute encore plus maintenant. Alors je disais, c'est sur votre génération que ça tombe. Vous êtes dans un monde de transformation, et sans doute d'ailleurs dans un monde en profonde transformation. Et l'idée, c'est d'essayer d'en voir les grands déterminants et les grands enjeux. Et sans doute que pendant que les grands de ce monde s'occupent des fracas du monde, alors qu'ils causent et qu'ils essayent de résoudre, c'est le côté Pompier pyromane. Pendant ce temps-là, l'échelle locale, les territoires, ils ont sans doute une responsabilité encore plus forte du fait que les transitions, elles avancent pendant que, j'ai l'habitude de dire, pendant que les affaires de grandes personnes se gèrent, pendant ce temps-là, et on est à peu près sûr que les questions de transition écologique vont être un peu moins à l'agenda mondial dans les mois qui viennent. Vous avez vu que chaque nuit, enfin, on se réveille maintenant tous les jours à 6h du matin ou à 6h30 en se demandant qu'est-ce que Donald Trump a fait du fait du décalage horaire. Alors, vous, je pense que vous voyez la nuit parce que vous vivez aussi la nuit, mais moi j'ai passé l'âge. Et donc l'échelle locale, elle n'a pas à s'occuper de ça.
Donc elle a encore plus à s'occuper de faire en sorte que les transformations soient à l'œuvre. Je dis les transformations, la présidente de la métropole, Nathalie Appéré, a commencé le mandat métropolitain en 2020 en citant et en travaillant sur 3 transformations qui sont les transformations démocratiques, les transformations sociales et les transformations écologiques. Et finalement, le séminaire que vous allez, qu'on ouvre à l'instant, permettent à peu près de les couvrir. Et ces transformations, c'est ce qui guide le projet métropolitain et la manière dont on conçoit, dans une logique de système, l'ensemble des politiques publiques. Sur les questions de transition, je pense qu'on a tous, à un moment, un point de bascule où on comprend. Voilà, il y a une prise de conscience où voilà, elle est individuelle et elle est collective. La métropole, il y a eu sans doute un tournant, c'est en 2021. On se disait à la métropole, on est quand même dans un territoire hyper managé. On a un plan de déplacement urbain, on a un programme local de l'habitat, on a un schéma d'aménagement économique, on a un plan climat, air, énergie territoriale. Avec ça, on maîtrise. Et puis à l'automne 2021, on s'est dit, tiens, on va faire le balayage de l'ensemble de tous nos documents. Et en fait, on s'est rendu compte que, alors, vous allez parler mobilité, c'est que sur la réduction de la place de la voiture, la réduction de la part modale de la voiture, on n'y était pas. On avait un plan climat, air, énergie territoriale avec une trajectoire carbone. Puis on se dit, oui, mais en fait, maintenant, quand on prend l'actualisation des trajectoires CF, les conclusions de l'accord de Paris, il faut qu'on aille encore plus loin. On avait un programme local d'urbanisme intercommunal sur la sobriété foncière. On disait, en fait, oui, on a déjà une trajectoire de sobriété foncière, mais il faut aller encore plus loin. Puis on avait un programme local de l'habitat dont on s'est rendu compte que de 2018 à 2021, on ne produisait pas les logements qu'il fallait, là où il fallait. Et donc là, on s'est dit, mais ça veut dire que dans un système, globalement, si on continue comme avant ou si on bifurque pas, et la présidente de la métropole revendique le sujet de bifurcation, le modèle territorial, il va être en danger, ou il va être, parce que c'est malheureusement, quand on n'agit pas, on ne voit pas les conséquences immédiates, on les voit un peu plus tard. Mais il fallait qu'on change et qu'on revisite sans doute l'ensemble de nos politiques publiques et de notre manière d'aménager et de construire le territoire et la ville. Et tout ça avec une seule préoccupation qui est la cohésion sociale et territoriale. C'est ce qui nous a amené à 4 ans, sans doute, de transformation profonde et qui ont été révélés, j'aime bien dans un document qu'on a adopté, que le Conseil métropolitain a arrêté en janvier dernier, qui s'appelle le plan climat et énergie territoriale, que j'ai amené ici. C'est un des documents dont on est, qui traduit vraiment le projet de territoire. Et avec un jeu de mots, on considère que le plan climat, air, énergie territoriale, qui est le PCAET, c'est en fait le pacte du territoire. Avec un petit anagramme, vous recevez cet après-midi Dominique Chuffard, le président du Conseil de développement, qui est à l'ouverture de ce document, pour témoigner du fait que c'est bien l'ensemble du territoire, et c'est pas juste, et c'est toujours important quand on parle de politique publique, que ce ne soit pas le projet de la collectivité, mais que ce soit bien le projet du territoire. Alors, on avait l'habitude, pareil, en 2021, de dire qu'on marchait sur 2 jambes, et on utilisait le terme de transition écologique socialement juste. Voilà. Et avec l'idée des 2 jambes. Il faut qu'on fasse de la transition écologique et de la justice sociale. 4 ans après, en fait, on dit que ce n'est pas 2 jambes, c'est la même. Et que quand on parle transition écologique, en fait, on parle justice sociale. Certains ont théorisé les 3 inégalités,
Les questions de transition écologique, en fait, elles sont fondamentalement injustes. Vous avez d'abord l'inégalité de responsabilité. C'est globalement ceux qui sont les moins responsables de la situation, c'est les plus précaires, et c'est ceux qui supportent et qui vivent le plus vite et le plus fort l'effet du dérèglement climatique. Et donc l'inégalité de responsabilité, c'est aussi une inégalité d'exposition. C'est que ceux qui sont le plus exposés sont les moins responsables. Et troisième inégalité, c'est l'inégalité d'accès. C'est ceux qui sont les moins responsables, les plus exposés, sont ceux qui ont en fait le moins accès à la décision, et on va parler un peu de démocratie, et aux solutions. Le sujet de l'acquisition d'une voiture électrique, ça reste encore le sujet, ça reste encore réservé à quelques-uns. Et donc, c'est donc ce qui nous fait dire que transition écologique et justice sociale, en fait, c'est le même combat. Et j'ai l'habitude de dire que le combat pour la transition écologique est sans doute une manière de reposer différemment le combat pour la justice sociale. Et c'est finalement, ils mènent exactement au même combat. Alors j'utilise un terme un peu violent qui s'appelle le combat, mais je pense que vous l'apprenez. Il ne faut pas se tromper sur ce qui peut être un frein au changement et ce qui peuvent être un frein au changement. C'est qu'il y a des institutions, des acteurs qui n'ont aucun intérêt à ce que les choses changent. Et donc, quelquefois, on a dans notre environnement la perception que c'est une évidence. Le combat pour la transition écologique est une évidence. Non, ça n'est pas une évidence. Et il y a des personnes qui n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Voilà. Parce que c'est comme ça qu'elles font de l'argent, c'est comme ça que... Voilà. Et ça, il faut être lucide, il ne faut pas être candide dans cette notion-là. Et ça permet d'être lucide, ça permet aussi de se poser les bonnes questions de la manière dont avancer sur les questions de transition écologique. Un autre élément, il y a de plus en plus de travaux de prospective, dont un qui a beaucoup marqué il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, qui étaient les scénarios prospectifs de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui s'est exprimé sur 4 grands scénarios sur la question de transition écologique. Notre conviction, c'est que dans les scénarios de l'ADEME, celui dans lequel on se retrouve le plus, c'est le scénario qui s'appelle celui de la coopération territoriale, et que les questions de transition, c'est plutôt des questions de coopération et de partage. Un chercheur de Lyon a l'habitude de dire, Olivier Hamon, que du fait qu'on passe du monde de la moyenne au monde de l'écart-type, le dérèglement climatique, c'est des événements de haute intensité dans un sens et dans l'autre. Voilà, c'est plus du tout des sujets de moyenne. Voilà, et l'image, et je pense qu'elle vous parle, c'est qu'on passe du monde de la moyenne à l'écart-type. Il faut passer du monde de la performance au monde de la robustesse. Voilà, on y reviendra. Et ça, c'est une déconstruction de la logique. On apprend, il dit par exemple, le sujet de la coopération, il est fondamental. Et qu'est-ce qu'on dit le plus à un enfant à l'école ? Tu ne copies pas sur ton voisin. Voilà, on nous forme dès le début à l'anti-coopération. Alors heureusement, après, les écoles sont là pour redresser le système. Mais le système scolaire, c'est tu ne copieras pas sur ton voisin. Sur les questions de transition, on les pose aussi avec 2 angles. On a beaucoup parlé initialement d'atténuation. C'est comment faire en sorte de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et dans le document qui a été arrêté fin janvier, on a mis aussi un focus sur l'adaptation. Alors on dit l'atténuation, c'est d'éviter l'ingérable. L'atténuation, c'est de gérer l'inévitable. Le dérèglement climatique, il est déjà là.
il pose les questions de, de vulnérabilité, et c'est une logique nouvelle. Par exemple, vous avez à Brouille, il y en a eu quelques-unes quand même, les inondations de fin janvier, qui posent explicitement le sujet d'un événement imprévisible, au sens où les modèles météo, ils ont complètement perdu la tête, parce que les modèles météo, c'est des modèles mathématiques qui reproduisent le passé, et quand le passé ne se renouvelle plus, il faut changer l'ensemble des modèles. Hein. Vous avez bien vu que la météo n'est plus capable de vous prévoir la pluie à l'heure, voilà, et pas que au bord de la mer, hein, à Rennes. Certains disent non, mais en fait, ce qui nous a manqué pendant les inondations, c'est qu'on n'avait pas de pompe. Non, ce n'est pas ça. Ce qui nous a manqué pendant les inondations, et là où les territoires qui l'ont le mieux vécu, c'est ceux qui avaient fait des vases d'expansion, qui avaient réaménagé, qui avaient désimperméabilisé. C'est ça l'adaptation. C'est pas on va mettre une pompe pour enlever l'eau quand elle arrive. Mais on a encore des gens qui sont dans des logiques de ce type. Et je vous ai parlé des inondations de fin janvier. Juin 2022, vous étiez sans doute pas là puisque vous êtes en deuxième année. Certains étaient peut-être déjà rennais, mais vous l'étiez pas tous. On a eu un épisode, je crois que c'était le 4 juin de 2022, un épisode pluvieux d'une très grande ampleur. Ça veut dire inondation de ruissellement, et on se pose la question mais c'est quoi un système de transport? Comment il arrive à fonctionner quand on a un événement de ce type? Voilà. Et donc comment on adapte nos systèmes à des choses qui sont malheureusement aujourd'hui inévitables. Sur les questions de l'atténuation, elle est un peu plus classique dans la démarche, parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur la réduction des émissions. Quand je dis on, c'est l'ensemble des collectivités, enfin l'ensemble du collectif, hein, à l'ensemble des échelles. On parle d'atténuation. Il y a eu des travaux très importants qui ont été menés par le secrétariat général de la planification écologique, et qui donne la vérité des prix, qui fait des magnifiques diagrammes qu'il appelle les Mondrian, pour dire exactement ce qu'il faut faire. Ça, y a pas, à part certains, plus personne ne conteste à peu près ce qu'il faudrait faire. Un des angles morts, et j'y reviendrai, dans ces travaux-là, c'est l'angle mort de la mobilisation, de l'engagement et du changement de la norme sociale. Parce qu'il ne faut pas se tromper quand on parle de transition écologique. En fait, on parle de changer nos modes de faire, de changer nos modes de vie et de changer nos modes de pensée. Et c'est vraiment ça, en fait, derrière. Et pour arriver à un monde décarboné dont on est persuadé, et je reprenais le sujet de transition écologique et de justice sociale, qu'un monde décarboné, c'est un monde plus juste. Voilà. Et le séminaire que vous allez vivre aujourd'hui, finalement, par les 3 tables rondes, il permet de couvrir une grande partie du spectre, et félicitations aux organisatrices et organisateurs. La première table ronde, c'est sur la question des mobilités. Quelques éléments. D'abord, sur les questions de responsabilité. Un des enjeux, c'est de réduire la place de la voiture. Et il faut sortir des discours caricaturaux qui disent « Ah, mais vous comprenez, il y a des gens qui ont besoin de prendre la voiture. » Oui, il y a des gens qui ont besoin de prendre la voiture. Il y a des gens pour lesquels la mobilité individuelle est la seule source, et la seule possibilité d'accéder à l'emploi, oui. Mais que ceux qui peuvent ne pas prendre la voiture ne prennent plus la voiture. Et on renvoie à la responsabilité. Qui doit arrêter de prendre sa voiture? C'est ceux qui sont proches de leur lieu de travail, qui habitent près de leur lieu de travail, qui accèdent à un réseau de transport en commun performant. Voilà. Et c'est souvent pas les plus précaires d'un territoire. Ne pas oublier que la voiture, elle a structuré la manière d'aménager de la ville. Un auteur comme Sylvain Grisot le décrit très très bien. Dans les années 60 ou 70, on a commencé à structurer l'aménagement. On a inventé les zones commerciales, on a inventé les zones pavillonnaires loin des lieux d'emploi, en disant mais tout ça on va le structurer à la place de la ville. Et il a d'ailleurs des images assez marquantes de la représentation de la place que la voiture prend dans l'espace public. Voilà, on a structuré, il faut arriver à déconstruire, mais on a aujourd'hui un modèle d'aménagement et un modèle de construction de la ville qui est ancré sur la voiture, qui a été structuré par la voiture.
et travailler sur la réduction de la place de la voiture en ville. Un des sujets qui revient régulièrement, c'est la place du stationnement. Voilà. Dans la modification de notre plan local d'urbanisme intercommunal qui va être adopté, qui va être exécutoire en septembre, on réduit les places de stationnement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des textes qui vous disent c'est un logement, une place de stationnement obligatoire quand vous construisez. Que ça soit un T1 ou un T4, c'est la même. On dit non, il faut et dans le centre-ville de Rennes, on ne met plus de normes. On n'impose plus le stationnement, la construction de stationnement individuel dans des constructions au centre de Rennes. Enfin, dans Rennes, considérant que je crois que c'est 70 ou 80% des Rennais ont accès, sont à moins de 10 minutes d'une station de métro. Sur les mobilités, vous avez toujours le sujet de la tarification des transports en commun, le débat sur la gratuité. Alors, rien n'est gratuit. Voilà. Le débat sur la gratuité, en fait, c'est l'équilibre entre l'usager et le contribuable. C'est à peu près que ça. Ça n'est pas gratuit. Et l'usager du transport collectif ne paye déjà pas le coût du transport collectif. Je n'ai pas les chiffres sur le transport métropolitain, mais sur le transport express régional, il en paye 20%, à peu près. Vous voyez aujourd'hui le débat sur la ZFE, les zones à faible émission, où on commence, là aussi, dans des discours très caricaturaux. C'est un débat hyper complexe. Mais la ZFE, c'est des questions de pollution de l'air. Et quand vous regardez qui sont les plus exposés à la pollution de l'air, bah vous prenez la carte, c'est ceux qui habitent près de la rocade, c'est ceux qui habitent, c'est les plus précaires et les plus vulnérables. Donc c'est toujours cette question d'exposition. Et assez rapidement, ceux qui ne veulent pas que ça change vous expliquent que tout ça, c'est antidémocratique. Non, c'est un sujet. Il est complexe. Voilà. Il est complexe, mais il faut surtout pas les réduire. Et puis, la notion de... nous, on le développe beaucoup à la métropole. La logique éviter, réduire, compenser. C'est quand on fait une infrastructure, quand on fait quelque chose, d'abord, on essaye d'éviter les atteintes à la biodiversité et les atteintes à l'environnement. Ensuite, si on commence à les réduire. On se dit, celles qui restent, il faut les réduire. Et puis après, on les compense. Moi, j'ai commencé il y a 26 ans. Et il y a 26 ans, en fait, on avait une logique. On disait, c'est cette infrastructure qu'il faut faire. On fait l'infrastructure. Et puis après, à un moment, oui, il fallait faire un dossier d'enquête publique. Et puis, on écrivait que c'était inévitable. Oui, on avait essayé de réduire. Et puis, on allait compenser. Voilà, il n'y a pas de compensation. En pratique, la compensation... Et donc, on développe de plus en plus cette logique à la métropole. Et en fait, qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Elle nous apprend à ne pas faire. Voilà. Et ça, c'est... Alors, pour des personnes qui sont en école, où on dit, mais en fait, on est là pour faire des projets, on est là pour développer des choses. Ce qu'il faut apprendre, c'est à ne pas les faire. Et c'est plus compliqué de ne pas faire que de faire. Voilà. Expliquer, non, comme on aménage un territoire sans... Typiquement, vous avez une congestion automobile, on dit, il faut faire une nouvelle bretelle. Non, il ne faut pas faire une nouvelle bretelle. Si vous faites une nouvelle bretelle, on dit, mais vous allez la faire aujourd'hui, vous allez la décider aujourd'hui, vous allez l'inaugurer dans 6 ans, et dans 6 ans, tout le monde vous dira, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Essayez de se projeter. Voilà. Et donc, apprendre à ne pas faire est quelque chose qu'on essaye de développer, et ce n'est pas facile de dire à des cadres, ou à des missions dans une collectivité, non, en fait, tu vas être payé pour ne pas faire. On dit, mais c'est quoi mon métier ? Ton métier, c'est de trouver des solutions qui permettent de ne pas construire une nouvelle bretelle parce qu'il y a un problème de congestion automobile. Dans les questions de mobilité, et en fait c'est global sur les questions de transition écologique, c'est le rapport au temps. Si on veut décarboner une chaîne de mobilité, et qu'on continue à vous dire, alors vous n'y êtes pas encore, mais vous y serez un jour peut-être, qu'il faut que vous continuez à déposer vos enfants à l'école à 8h30 et à être au boulot à 9h, désolé, votre chaîne de mobilité, quelquefois, il n'y a que la mobilité individuelle qui vous permet de faire le marathon du matin, pour être à l'heure, à 9h, malheureusement aujourd'hui encore, qui concerne principalement les publics féminins. Et si on ne désilote pas les temps,
si on ne travaille pas sur le rapport au temps et désiloter les temps, on n'arrive pas à décarboner une chaîne de mobilité et on n'arrive globalement pas à décarboner la société. Sur la métropole, on a quelque chose d'assez atypique qui a été imaginé par un ancien maire de Rennes en 2000, à l'ouverture du métro, quand il a constaté à Villejean qu'il y avait un pic de fréquentation impressionnant, parce qu'il a dit on va peut-être travailler avec les universités pour que les cours ne commencent pas tous à la même heure, enfin on arrive à lisser les choses. Donc on a créé ce qu'on appelle le bureau des temps. Et le bureau des temps, c'est travailler sur la notion du temps, comment on fait en sorte que des mètres carrés soient les plus utilisés. Aujourd'hui, vous avez un amphi, je pense que ce week-end, il était vide. Voilà, les écoles sont utilisées, les mètres carrés d'école sont utilisés à 20%. Voilà, il y a des pays sur lesquels les écoles, elles sont utilisées le week-end. Arriver à travailler, ça suppose on retrouve les questions de coopération, de désiloter, voilà. Et ça, c'est des logiques qu'on n'a pas, parce que tout de suite on dit oui, mais il y a des questions de sécurité, il y a des questions d'entretien. Voilà. Souvent on dit, mais quand on va travailler sur la chronotopie, qui est l'utilisation des mètres carrés le plus possible pour éviter d'en construire de nouveaux, certains disent, on va réinventer les concierges. Oui, sans doute, mais voilà, il faut. Et puis, et je surveille le temps. Un élément important aussi sur la question de mobilité et sur la question plus globale des comportements, c'est l'apport des sciences comportementales. Depuis l'épidémie de sida dans les années 80, on sait que la connaissance ne fait pas le passage à l'action et que la conscience ne fait pas le passage à l'action. On a fait dans les années 80, vous n'étiez pas là, mais des campagnes de folie sur éviter les comportements à risque, et on en retrouve d'ailleurs maintenant, ça ne changeait pas grand-chose. Et sur la question des mobilités, qu'est-ce qui fait que quelqu'un arrête de prendre sa voiture et vient en vélo au bureau ? Hier, j'écoutais une conférence de François Gémen qui expliquait que c'est très rarement des sujets de transition écologique. C'est pour impressionner les collègues du boulot, pour faire un exercice physique, mais ce n'est pas les questions de transition écologique qui vont faire le changement de comportement. Et donc, arriver à travailler et à développer les sciences comportementales. Promis, je ne mets pas en l'air tout votre planning, j'aurai encore quelques minutes. Vous avez une table ronde sur la décision publique locale. Alors, d'abord dire que s'il y a un déficit démocratique, il est collectif. Voilà. C'est pas les élus d'un côté, les citoyens de l'autre, les médias de l'autre. Enfin, c'est beaucoup les médias, mais pas les médias. Et que la question de comment on crée un débat, comment on crée pour arriver à faire venir ce qu'on appelle les jamais là, ceux qui sont jamais dans les débats publics, qui sont jamais. On retrouve la question de l'inégalité d'accès. Ils n'ont pas accès à la décision parce qu'ils ne vont pas dans les réunions publiques, parce qu'ils vont dire mais pourquoi j'y vais ? Quand on a refait le programme local de l'habitat, on s'est dit si on fait ça à la mode classique, on va avoir des débats publics, on va faire des réunions publiques dans lesquelles vous allez avoir tous les propriétaires qui vont expliquer qu'il ne faut surtout pas construire. Parce que des constructions à côté, c'est des immeubles à R+4 qui sont à côté, et donc ils vont nous expliquer qu'il ne faut surtout pas construire. Et donc on a travaillé pour faire venir dans la salle les gens qui sont partis parmi les 30 000 demandeurs de logements sociaux sur le territoire. En fait, si on ne construit pas... Et souvent d'ailleurs, les mêmes qui disent il ne faut pas construire sont les mêmes qui disent « Ah mais mon fils, il n'a pas trouvé de logement ». Oui, c'est exactement la même chose. Et donc, pour arriver à renverser les logiques et à ce que le débat il soit vraiment le plus équilibré possible. Et dans ces débats-là, l'élu, il a quand même la responsabilité de représenter les plus vulnérables. Parce qu'eux, ils n'ont pas accès au débat public. On leur donne assez peu accès au débat public parce qu'il faut changer le mode de faire du débat public. Un élément, je pense que vous en entendez sans doute parler, sur les débats sur le zéro artificialisation nette. Donc ils disent mais il ne faut surtout pas. C'est quoi cette loi technocratique ? C'est un excellent exemple de notre capacité à retourner le débat démocratique. Le zéro artificialisation nette, c'est une des 150 recommandations de la Convention citoyenne pour le climat. Quand vous regardez le texte, les citoyens, les conventionnels comme on dit, ils savent exactement ce qu'ils ont écrit.
ils ont écrit les moins 50%, ils savent exactement pourquoi ils ont dit qu'il fallait arrêter d'artificialiser à un rythme 3 fois supérieur à l'augmentation de la population. C'est, je pense, une des 3 mesures qui sont passées sans filtre dans la loi. Voilà. Le législateur, quand il a pris cette loi, c'est une traduction quasiment mot pour mot de ce que les conventionnels ont fait. Donc c'est le citoyen, en fait. Ceux qui ont été dans les conventionnels, c'est le citoyen qui a dit qu'il fallait le zéro artificialisation nette. Et quelques années après, certains éléments du débat tendent à penser que, en fait, non, c'est la technocratie qui a voulu faire le zéro artificialisation nette et que vous comprenez, il ne faut surtout pas le faire parce que les citoyens ne sont pas d'accord. Voilà. Et là, on revient sur, mais non, qui n'a pas intérêt à ce que ça change, qui n'a pas intérêt, et la capacité à retourner et à vous expliquer que, en fait, c'est les technocrates qui ont inventé zéro artificialisation nette. Non, ils en ont inventé la mise en œuvre sans doute, mais c'est historiquement quelque chose qui est né du débat citoyen. Un autre exemple, au moment de la crise de l'énergie, en 2022, Université d'été du MEDEF, alors ça ne s'appelle plus les universités d'été, ça s'appelle, enfin, je ne sais plus. Et vous aviez la ministre, le Premier ministre à l'époque, Elisabeth Borne, est venue. Et puis après, vous aviez les sons, vous aviez Geoffroy Roux de Bézieux, qui était le président du MEDEF France, et qui disait, oui, la ministre nous a incité à y aller, et donc on va réduire nos consommations d'énergie. Et puis dans le même reportage, 10 secondes après, vous aviez un chef d'entreprise qui disait, la ministre, elle n'a rien annoncé, elle n'a rien décidé. Tout ça parce que la ministre avait dit aux entreprises, en gros, globalement, prenez-vous en main, réduisez et trouvez les solutions pour réduire. Et le chef d'entreprise, le deuxième chef d'entreprise, il dit, non, si vous ne m'avez pas dit par la loi ce que je dois faire, ça n'existe pas. Et donc c'était, vous n'avez rien décidé. Et ça, c'est le sujet sans doute dans notre pays, la question de à quel moment est la place de la décision dans un débat démocratique, et on attend qu'à un moment, il y ait une décision. Et enfin, et là, je rassure l'organisatrice, les questions de ségrégation urbaine, on retrouve exactement les mêmes sujets d'inégalité. Qui sont les carbones contraints? Ceux dont on dit, voilà. Qui sont des carbones contraints par les questions de précarité énergétique, qui sont les carbones contraints par les questions de mobilité. On retrouve la question de l'aménagement et construction de la ville. C'est ceux qui, pour se loger ou pour accéder à la propriété ou n'avaient d'autres solutions que de se mettre à 30 ou 40 km. Et en 2005, c'est il y a 20 ans maintenant, a été pris une décision qu'on a appelée le choc de l'offre, de dire mais non, il faut construire du logement en milieu urbain, justement pour éviter les carbones contraints et pour arriver à produire du logement abordable, du logement social, locatif ou abordable pour justement lutter contre les effets ségrégatifs. On a à la métropole une revendication, c'est de définanciariser le monde du logement. Ça renvoie au sujet un peu plus global des communs. C'est qu'est-ce qui fait commun? On est quasiment sûr, on utilise le terme de nouvelle utopie foncière en référence à Edgar Pisani qui en 1977, pareil, on revient dans la décennie des années 70, disait qu'il fallait que le sol il reste public, que la propriété privée était une vraie difficulté. Alors il disait c'est Napoléon, le code civil, le pacte avec la bourgeoisie. Mais je lui ai rien dit, donc c'est normal qu'elle ne comprenne pas. Il dit mais en fait, ce qu'on construit sur le sol, ça peut être l'économie privée, il n'y a pas de sujet, ils savent très bien faire, mais le sol, la garantie du sol, ça doit être un sol public, parce que si vous voulez transformer la ville, la décarboner, la réaménager, et que vous n'avez pas la maîtrise du sol, vous êtes obligé de négocier avec les propriétaires privés qui, eux, voient et logiquement leur intérêt à eux et pas la question d'intérêt général. Donc tout ce qui est la notion de commun est une notion qu'on essaye le plus de développer. Et enfin, parce que ça me tient en cœur, vous avez peut-être... il
y a un auteur qui parle beaucoup des métropoles barbares et qui dit la métropole c'est mal, la métropole c'est sale. Parce que c'est hyper carboné, parce que c'est hyper consommateur, parce que c'est hyper... alors d'abord, quand on dit la métropole barbare, on utilise le terme de métropole qui recouvre des acceptions complètement différentes. Entre la métropole de Rennes et Shanghai, c'est deux choses complètement différentes. Voilà. Mais ce terme-là, il plaît assez à ceux qui veulent déconstruire le modèle urbain. Deux éléments. C'est que d'abord, finalement, quand les parties sales de la métropole, c'est juste le révélateur, c'est juste parce que la métropole est une concentration d'habitants, et donc la concentration de toutes nos déviances, de notre société de consommation, voilà. Mais en fait, c'est cette concentration-là. C'est juste parce que, et donc, il l'expose. Il y a un humoriste qui disait, vous donnez le Sahara à des technocrates, et dans 5 ans après, ils achètent du sable. On mettrait une concentration urbaine à Loudéac, à Pontivy ou à Rostrona, on développerait exactement les mêmes modèles. Donc c'est en fait le modèle de consommation, c'est notre modèle qui est en jeu. Et ensuite, désolé, pour les plus vulnérables, on a finalement assez peu trouvé autre chose que l'urbain pour faire en sorte qu'une personne accède à un logement social, puisse avoir des services sociaux, puisse avoir des services qui le protègent. Et donc on oublie dans les questions d'aménagement, quand on est sur des revendications de ce type, le côté protecteur du modèle urbain. Après, il a évidemment ses travers, mais l'idée que small is beautiful et qu'il faudrait arrêter les modèles métropolitains, nous, on est convaincu que la cohésion sociale et territoriale, elle se construit aussi dans les modèles urbains. Voilà, donc, et puis, dernier élément, ça fait juste 3 fois que je le dis, une de nos difficultés et une de nos préoccupations, c'est comment on fait bifurcation dans une société apaisée. C'est que toutes les questions, et j'ai conscience que j'arrive avec des convictions, ça, je pense que vous l'avez compris, mais avec beaucoup de questions, mais c'est pour ça qu'il y a des séminaires, c'est très bien. Certains voudraient penser que en fait, la transformation sur place du modèle, elle n'est pas possible, et qu'il faut faire collapser le système pour arriver à en reconstruire un nouveau. Vous avez ces partisans. C'est évidemment pas notre modèle, parce que sinon on ne ferait pas ce qu'on essaye de faire. Mais que par contre, et ça renvoie au sujet du débat public et de la démocratie, il faut qu'on arrive à parler de ces controverses, de ces questions compliquées, de manière apaisée, de manière responsable, et pas juste avec 144 caractères. Alors je crois que maintenant c'est plus que 144, mais j'ai un peu perdu le fil. Voilà, eh bien, je pense que vous avez un beau programme aujourd'hui. Merci beaucoup et très bon séminaire.